Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 27 novembre 2020. À la une. Un nouveau toit pour la Direction générale des impôts. Le joyau architectural a été inauguré ce vendredi par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Visite guidée dans ce journal. Des récompenses en ré majeur pour les artistes. La partition montée par le président de la République a été exécutée ce vendredi par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Les échos dans ce journal. Loi de finances 2021, le ministre des Finances à la quête de l'onction de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, la présentation de la première partie de la loi ainsi que la situation économique et financière du Cameroun au menu de l'échange. Voilà pour le titre. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. Un siège moderne pour la Direction générale des impôts. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce vendredi, ici même à Yaoundé. Occasion pour Joseph Dione Ngouté de demander aux autres administrations de copier l'exemple de la DGI. Laurentine Bekono. Avenue Foch à Yaoundé ce 27 novembre 2020. Du nouveau dans le mobilier urbain. Le nouvel immeuble de la Direction générale des impôts de la cité capitale est un bijou architectural de 1001 couleurs. L'occasion faisant le larron, le Premier ministre chef du gouvernement exhorte les autres administrations à suivre ce bel exemple. La construction de cet édifice et son positionnement au cœur de la ville de Yaoundé concourt à l'embellissement de celle-ci. Il est donc important que cette nouvelle architecture soit mise en cohérence avec les autres bâtiments qui l'entourent pour rehausser l'éclat de cet édifice et offrir un visage plus harmonieux. Bonne note a été prise par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, qui a prononcé le mot de bienvenue, ainsi que par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, dont le propos a porté sur les défis de la modernité et des méthodes de travail. L'option du chef de l'État, Paul Biya, de consolider les finances publiques de notre pays, a déclaré le Premier ministre chef du gouvernement, répond à cette ambition. La coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque inaugurale renseignera pour la prospérité. Qui a dit que quand le bâtiment va bien, tout va mieux? Au personnel de la Direction générale des impôts, il est demandé d'être des matheux et des hachés des temps modernes en exerçant leur métier de collecteur d'impôts avec probité, noblesse et dignité. De 50 mètres, l'immeuble siège de la Direction générale des impôts pourra accueillir 600 personnels tous les jours. Des espaces de travail côtoient ceux dédiés à la détente. Visite guidée, Cyril Kingé Mbépé. La façade du bâtiment est le premier élément séducteur. Le joyau transmet la chaleur de la modernité. Un pas dans les couloirs internes et vous voilà entièrement épris. Les espaces verts, les bureaux, le respect des règles environnementales et de sécurité en disent long sur l'ambition de ce bâtiment qui occupe 19 800 mètres carrés au centre urbain de la capitale. Je suis convaincu que mes collaborateurs et moi allons tirer le plus grand profit de cet immeuble pour non seulement améliorer les performances de notre administration, mais également améliorer la qualité de service rendu aux usagers. Tout est ultra moderne. La salle de réunion, la salle de conférence, les salles informatiques, les salles d'eau. Et pour ajouter au lustre des installations d'eau, d'électricité et de téléphone, toutes ont un système d'alternance. C'est vraiment impressionnant et j'espère que les citoyens de Cameroun ils apprécient l'administration fiscale et la modernisation de leur administration. C'est un développement économique de la zone et le développement de la ville, le développement urbain dont l'émergence, ça suit et très content de ce building.
11 étages pour accueillir tout type d'usagers qui pourraient trouver du repos dans le restaurant ou la salle de remise en forme. Des artistes récompensés pour leur talent et leur résilience face au Covid-19, c'était ce vendredi à l'initiative du président de la République, représenté à la cérémonie par le Premier ministre Joseph John Gouté. Laurentine Bekono. L'un et l'autre ont en partage des voix d'or. Les deux artistes musiciens véhiculent des messages pleins de sens et de sagesse. À titre symbolique, ce sont eux qui ont été sélectionnés pour recevoir leur distinction honorifique des mains du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. À Henri Njo, l'insigne de commandeur dans l'ordre de la valeur. À Ange Ebogué-Méran, l'insigne de grand cordon dans l'ordre du mérite camerounais. Les communicateurs culturels y feront une sorte d'hommage à des rythmes entraînants dont la réputation s'est établie au-delà des frontières nationales, l'Obikutsi et l'Omakosa. La centaine de récipiendaires à l'honneur sur l'esplanade du Musée national, un haut lieu d'histoire, formait autour du Premier ministre chef du gouvernement un précieux bouquet composé d'hommes et de femmes des arts et de la culture. L'art et la culture participent à la consolidation de la conscience nationale qui refuse le repli identitaire, l'exclusion, la marginalisation, la discrimination. Tous ont suivi et enregistré l'hommage de la nation reconnaissante délivré par le représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, ainsi que l'éloge fait à la culture, lieu de rencontre des peuples et de mutualisation dans cette Afrique en miniature que constitue le Cameroun. Il faut dire là qu'il s'agit d'une remise de médailles exceptionnelle voulue par le chef de l'État, une reconnaissance du mérite et de l'endurance en attendant la remise sur les rails des organismes de gestion des droits d'auteur. Serge Atangana-Bissot. Des résilients et la médaille. On est sorti du roman, rentré dans la vraie vie. Le Covid a sévi. L'art et la culture ont dû se réinventer. Avec l'avènement des notions de festival virtuel, de concerts virtuels, d'expositions en ligne, de tourisme numérique, de musées virtuels. 65 profils exceptionnels, pas les seuls évidemment. Il fallait choisir. Et parmi eux, quelques vieux nègres visiblement parvenus de cette déferlante d'honneur. L'argent n'est peut-être pas encore au rendez-vous pour tous. Patience. Lorsqu'on a la chance d'être reconnu par le président de la République, ça dépasse l'or et l'argent. Je remercie le président de la République, son Excellence Paul Biya. J'espère que va nous repayer et qu'il y aura l'union entre nous. Il est des résilients comme des gisants. La patrie toute reconnaissante. Un ange a ainsi été célébré. La basse de Fentumba Minka est rentrée au Panthéon, notre musée national. L'art finira bien par s'imposer comme moteur de recherche du développement chez nous. Dans la suite du journal, la loi de finances 2021, le ministre des Finances en a présenté la première partie ce vendredi après-midi. Lui, Paul Motazé, était face aux membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, devant qui il doit également défendre certaines enveloppes budgétaires. Pulchéri Até nous en dit plus. De manière générale, la situation économique du Cameroun en 2020 a été influencée par des chocs externes et internes. On peut citer entre autres la crise sanitaire due au Covid-19, l'incendie de la Sonara, la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la baisse des coûts des matières premières, les obstacles au commerce et la recrudescence des tensions géopolitiques. Des facteurs qui ont imposé un certain nombre de réajustements dans l'exécution du budget de l'exercice 2020. Lui, Paul Motazé a par ailleurs expliqué au commissaire les projections budgétaires au titre de l'exercice 2021. Un budget qui s'équilibre en ressources et en moyens à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA. Ce budget sera consacré prioritairement à la poursuite de la mise en œuvre du plan de riposte contre le Covid-19, le maintien de la veille sécuritaire sur l'étendue du territoire national, l'accélération du processus de décentralisation, la réalisation du plan
plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions en crise et la relance de la machine économique nationale. Au terme de cet exposé consacré à la première partie de la loi de finances, le ministre Louis-Paul Motazé s'est ensuite attelé à défendre les enveloppes des institutions de souveraineté dont la présidence de la République et les services rattachés, les services du Premier ministre. Contentieux préélectoral des régionales, la Chambre administrative statue sur 24 affaires depuis ce vendredi. Les appels portent pour la plupart sur des irrégularités supposées au niveau de certaines listes de candidats. Nicole Doudou. Les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel, non satisfaits du jugement rendu en premier ressort par les tribunaux administratifs, sont devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun pour les débats ce vendredi. Contentieux sur la liste RDPC, Vallée d'une Thème 1, région du Sud. Nous attendons le verdict qui va certainement tomber d'un moment à l'autre. Nous avons été approchés par la conseillère municipale qui est membre du collège électoral. J'ai identifié qu'il s'agit d'une irrégularité, d'autant plus qu'elle me faisait savoir qu'un parti d'opposition était en train de calculer les RDPC, c'est-à-dire si la liste passe avec ce nom, ils vont attaquer toute la liste du RDPC. Une fausse attestation d'inscription sur la liste présentée par un candidat dans le FACO, région du Sud-Ouest. Jusque-là, aucune décision n'a été rendue. Ce ne sont que des propositions faites par les conseillers rapporteurs. Si jamais la Cour confirme la proposition qui a été faite par le conseiller rapporteur, la Cour suprême ordonnera le remplacement de ce candidat inéligible par un autre candidat. Au moment de notre départ de la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun, les débats étaient encore en cours. À Kumba, région du Sud-Ouest, les forces de défense et de sécurité quadrillent les quartiers à la recherche des terroristes. L'opération coordonnée par le colonel Séverin Yenga, commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée, a déjà débouché sur 142 arrestations suspectes et sur la saisie d'une vingtaine de motos pour besoin d'enquête. Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. La ville de Kumba grouille d'activités et de nombreux élèves vont à l'école sans perturbation. Dans les quartiers comme ici, au lieu dit Casse Area, les forces de défense et de sécurité procèdent à une sorte de filtrage. L'opération est coordonnée par le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée. Au sein de la population vivent des terroristes. Il faut donc pouvoir les extirper et laisser la population vivre en paix. C'est au travers de ces missions-là que nous réussissons à extirper les terroristes des non-terroristes. Tout le monde n'est pas terroriste. Au cours du bouclage effectué conjointement par l'armée de terre, la police et la gendarmerie nationale, 142 personnes suspectes ont été interpellées et une vingtaine de motos saisies pour besoin d'enquête. Parmi ces gens, ceux qui n'ont rien à voir avec les activités terroristes vont être purement et simplement libérés sans condition. Et ceux qui auront été reconnus comme étant des sécessionnistes, parce que nous travaillons avec un fichier qui est un fichier gendarmerie, qui est un fichier police, avec les autres forces également qui concourent à la sécurisation de l'ensemble de la région du Sud-Ouest. Ceux qui auront donc été reconnus coupables vont être entendus en bonne et due forme et vont être déférés au parquet. En exprimant leur détermination à poursuivre la sécurisation du Sud-Ouest ainsi que la protection de ses habitants, les chefs militaires de la région ont réitéré leur appel à la collaboration des populations. Les troupes ont été félicitées et encouragées à poursuivre leurs missions respectives avec professionnalisme et dévouement. Investir dans le secteur routier à travers les partenariats publics-privés et la commande publique, c'est l'appel que le ministre des Travaux publics a lancé aux membres du groupement interpatronal du Cameroun ce vendredi à Douala. Rodrigue Bertrand, Tueno. Le JICAM a relevé le rôle joué par les infrastructures routières dans l'économie nationale au cours de la décennie finissante. 5,4% de contribution au PIB. Un gâteau dont le secteur privé national n'a que les miettes. Le JICAM propose alors entre autres solutions la co-traitance et la préférence nationale dans l'attribution des marchés. Le ministre a mis le doigt sur les insuffisances de ces entreprises. Il les a exhortés à se mettre ensemble pour arracher les commandes publiques et présenter les opportunités nouvelles
dans la production des stabilisants innovants ou la production des agrégats. Des propositions très bien pour qu'on s'implique dans les nouveaux produits, et surtout pour l'amélioration des routes en terre. C'est des choses à regarder. Les débats ont permis d'adresser d'autres centres d'intérêt. Nous avons atteint cet objectif si je m'en tiens aux engagements que le président lui-même a pris et qui transparaissent du reste dans le rendu de nos conclusions. Les perspectives ont été tracées pour la poursuite des échanges. Des échos de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue ce vendredi à Libreville au Gabon. Le président congolais Denis Sassou Nguesso succède à son homologue Ali Bongo Ondimba à la tête de cette conférence. Défi majeur, la consolidation de la réforme institutionnelle. Marie-Laurence Nké. Fin de mission pour le président Ali Bongo Ondimba à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. 5 ans de mandature, un record, un bilan a célébré la réforme institutionnelle de la CEAC. Le président en exercice sortant n'a pas caché son satisfait. Au cours de ce sommet, justement, la commission de la CEAC a été dotée de nouvelles ressources. Les États ont été invités à liquider les contributions statutaires exigées lors de l'accélération de l'entrée en vigueur de la réforme. Cette manne financière alimentera le budget de la CEAC pour l'année 2021. Budget adopté ce jour, de même que le plan stratégique indicatif à moyen terme 2020-2025. Les chefs d'État ont également montré une préoccupation vis-à-vis de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, laquelle situation sera mise en épreuve par les élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. La conférence a décidé de nommer un médiateur à la crise centrafricaine. Pour que les âmes des élèves massacrés à Kumba reposent en paix, les fidèles de la paroisse EPC de Messa 2 implorent le Seigneur. Cette prière est intervenue au terme de 3 jours de jeûne organisés dans cette paroisse. Rosine Manga. Un mois après le massacre de Kumba, les Camerounais de tous les horizons continuent de pleurer les enfants assassinés à la Mother Francisca School. Prier pour la paix au Cameroun et pour le repos des âmes des élèves tués à Kumba était l'objectif du culte de clôture de 3 journées de jeûne organisées par les jeunes de la paroisse EPC de Messa 2 de Yaoundé. Nous avons, au cours de ces prières, élevé des intentions à notre Dieu, demandant qu'il nous permette effectivement de vivre dans la paix notre pays, qu'il console des familles qui sont éprouvées par des deuils à cause des crimes. À travers des cantiques, prières d'illumination et d'édification, pasteurs, anciens de l'Église et fidèles ont joint leur voix pour implorer la grâce du Seigneur sur les victimes. Dieu défendra, éternel, allez, lève-toi, juge de la terre. Cette prédication a été aussi l'occasion pour les modérateurs de sensibiliser les fidèles sur l'importance du respect de la vie humaine. 24 millions de francs CFA pour financer des projets portés par 15 jeunes Camerounais. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique leur a remis les chèques relatifs ce vendredi ici même à Yaoundé. Quelques réactions des bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au micro de Laetitia Onana. Les témoins à la cérémonie en sont repartis avec des images qui marquent. Des cartons de savon et des sacs de sel que Sa Majesté Diop Fokwa a mis à disposition en signe de reconnaissance aux femmes Bameka résidant à Yaoundé. Leur voix l'ont porté au poste de conseiller municipal à Yaoundé 4, poste sans lequel il n'aurait pas pu être grand conseiller à la communauté urbaine de Yaoundé. Ces femmes ont voté massivement les listes du RDPC dans tout le Fundi. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici aujourd'hui et nous sommes très heureux. Nous sommes très fiers aujourd'hui et nous sommes aussi fiers pour ces mamans qui nous soutiennent tant à Yaoundé qu'au village. Réjouissance populaire et consolidation des liens entre militants de base du parti au pouvoir et leur élu local ont permis un nouveau pacte d'alliance.
négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons donc sur ce reportage de Laetitia Onana sur la remise des chèques de 24 millions de francs CFA aux jeunes porteurs de projets, à 15 jeunes porteurs de projets par le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. Lutte contre le coronavirus, le Cameroun et le Tchad harmonisent leur stratégie de surveillance des frontières. Une rencontre s'est tenue à cet effet à N'Djamena au Tchad cette semaine. Le docteur Jamila Bello Mohamedou, de retour de N'Djamena, s'entretient avec Évariste Eyenga. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Les équipes médicales gardent la veille pour contenir éventuellement une deuxième vague de la maladie à coronavirus Covid-19 au Cameroun. Les regards sont portés sur les frontières et la surveillance. Je reçois ce soir le docteur Bello Mohamedou Jamila. Elle est chef de l'unité du poste de santé aux frontières. Docteur, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites, quelle stratégie a été mise en place pour surveiller les points d'entrée terrestres? Merci beaucoup. Au niveau des points d'entrée terrestres, le dispositif de screening des voyageurs est mis en place et d'après les dernières directives, il est question de screener toute personne qui traverse la frontière, donc en provenance des pays voisins. Donc, les stratégies diffèrent d'un pays à un autre. Donc pour l'instant, nous sommes en train de tenir des réunions transfrontalières dans le but d'harmoniser les dispositifs de part et d'autre des frontières, puisqu'il s'agit d'harmoniser en termes de type de tests utilisés. Au Cameroun, nous exigeons des étrangers des tests de type PCR, tandis que d'autres pays existent les tests de diagnostic rapide. En termes de validité, de durée de validité, au Cameroun, on exige une validité de maximum 72 heures, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Et en fait aussi, au niveau du poste de testing, est-ce que les passagers doivent se tester au départ dans leur pays d'origine ou alors à l'arrivée au pays d'accueil? À ces points d'entrée terrestre, il y a des cas positifs qui sont testés. Comment se passe la coordination de prise en charge? D'accord, merci. Pour l'instant, tous les cas testés positifs au niveau de la frontière sont pris en charge par le district hilaire de santé dans lequel se trouve le poste de santé aux frontières du côté du Cameroun. Mais justement, ça c'est un des éléments que nous devons harmoniser. Est-ce que les cas testés au niveau du Cameroun, si c'est peut-être un Tchadien qui vient au Cameroun, s'il est testé positif, par exemple la cousserie, est-ce qu'il est pris en charge et mis en quarantaine dans les centres de traitement au niveau du Cameroun, ou bien est-ce qu'il est remis aux autorités au niveau de la frontière pour qu'il soit pris en charge à N'Djamena? Donc ça, c'est un des éléments de discussion sur lesquels nous sommes. Merci, encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous revenez de N'Djamena pour une réunion de coordination des stratégies et des protocoles dans la sous-région Afrique centrale. C'était notre invité ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste. Installer de nouvelles capacités de production thermique dans les villes de Garoua et Ngaoundéré afin de réduire l'impact du fort déficit hydraulique qui occasionne depuis quelques semaines des perturbations dans la fourniture de l'électricité dans le septentrion. Tel est l'objectif de la descente de Leslie Languissi chez Bienka, directeur général de la production Eneo, qu'accompagnait le directeur régional Hilaire Anthony Evina à Lagdo. Les détails avec Ousmane Sanda de CRTV Nord. Depuis son inauguration en 1986 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le niveau d'eau du barrage hydraulique de Lagdo n'a jamais été aussi bas. Cette année, à la fin de la saison des pluies, le taux de remplissage de ce barrage tourne autour de 48%.
alors qu'à la même période de l'année dernière, le taux était de 105%. Cette baisse drastique du niveau de remplissage du barrage a des conséquences sur la production en énergie électrique. Construit pour produire 72 MW, cette année, cet ouvrage ne produit que 20 MW. Une situation préoccupante qui justifie la descente sur le terrain du directeur central Eneo pour trouver des pistes de solutions. Eneo a travaillé avec le gouvernement pour qu'on ait un plan de contingence pour transférer 20 MW de thermique de Ahala pour Djambutu et Ngaoundéré. Mettre 12 MW de plus à Djambutu et 8 MW en Ngaoundéré pour pallier à ce problème en urgence. Cette baisse drastique d'eau dans le barrage de Lagdo n'affecte pas seulement la fourniture en énergie électrique. Elle impacte aussi négativement les activités de pêche. Je n'ai jamais vu ici à Lagdo. Nos activités, vraiment, ça a diminué. Il n'y a même pas les poissons parce que c'est avec l'augmentation de cette eau-là que le poisson se reproduit. Pour que le Grand Nord ne broie plus du noir, des actions sont entreprises. En l'occurrence, le transfert en cours d'une centrale thermique de 20 MW de Ahala vers le septentrion. Chaque semaine, nous produisons un programme de rotation de la fourniture énergétique pour que tous les ménages, que tout le monde puisse bénéficier. Tout porte à croire que la société Eneo est à l'œuvre pour que les délestages fréquents vécus actuellement par les populations ne soient qu'un triste souvenir. Revenons donc sur cette activité. 24 millions de francs CFA pour financer des projets portés par 15 jeunes Camerounais. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique leur a remis les chèques relatifs ce vendredi ici à Yaoundé. Quelques réactions des bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au micro de Laetitia Onana. Mon projet porte sur l'informatisation du système médical, c'est-à-dire de par les problèmes que nous avons dans les hôpitaux. Nous venons trouver une solution en ingénieur pour pouvoir vous ramener les hôpitaux dans vos smartphones et dans vos laptops. Ce chèque déjà me permettra de me former d'une très bonne équipe et d'avoir de très bons équipements pour pouvoir mener à bien mon projet. Mon domaine ici, c'est la restauration. Et ce chèque, c'est pour l'extension de ce que j'ai déjà commencé. Le calvaire des victimes des crises sécuritaires et du coronavirus raconté par l'association Rayon de Soleil, c'était ce vendredi ici à Yaoundé à la faveur de la présentation du rapport de consultation sur l'impact des conflits et de la pandémie sur les couches vulnérables. Écoutons la présidente de l'association au micro de Franck Evina. Aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à une crise humanitaire et il y a des défis spécifiques qu'il faut adresser, notamment la prise en charge des déplacés, la prise en charge des enfants, des femmes victimes. Il y a également la problématique de la gestion même de l'aide humanitaire qui se pose et la question même de la protection des acteurs de la société civile que nous sommes sur le terrain. Donc il y a énormément d'enjeux qui sont présents que nous, de la société civile, nous devons nous réunir pour les identifier et les adresser à qui de droit. Donner un poids à la littérature africaine sur l'échiquier mondial et réconcilier les Africains avec le livre africain, c'est la vision du Grand Prix littéraire africain dénommé Prix Les Afriques qui dévoile ce soir le gagnant de l'édition 2020. Allons à la rencontre de la jeune auteure nigériane Ayoba Adebayo et de son roman Reste avec moi, Lolita Biloa. Womanhood is sort of conflated with motherhood. She exists as a woman and she cannot have children. Une jeune femme pour raconter les douleurs de l'infertilité et les frictions au sein des foyers polygamiques. Traduit en 18 langues, Reste avec moi résonne comme le cri de détresse de nombreuses femmes stériles à travers l'Afrique. Ayoba Adebayo met des mots sur les mots de celles que l'on a convaincues que l'essence du féminin réside à tout prix dans la maternité. Elles sont interdites de parole dans les familles.
Leur silence a été entendu par le cercle des écrivains noirs engagés. C'est une multitude en fait de thèmes qui ont été traités dans ce magnifique roman, de sorte que le jury cette année l'a choisi. Nous allons l'imprimer pour le distribuer comme on le fait chaque année à des étudiants ou des jeunes tout simplement en Afrique subsaharienne pour qu'ils fassent des cafés littéraires. Et le prix Les Afriques, porté par la Camerounaise Agnès Ndazoua, offre un second round à ces femmes que l'on croyait perdantes et au bout de leur combat. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dans quelques instants Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des régionales. Merci de votre attention. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés